bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter en fait un sujet qui est autour de la production de froid et climatisation, enfin de l'empreinte environnementale de tout cela. Personnellement, je suis expert technique. Je suis basé à Strasbourg, donc je suis expert technique sur les systèmes de réfrigération. Je suis accompagné de Bernard, qui est un des experts sur le domaine de la viticulture dans notre entreprise et qui est basé en Saône-et-Loire. Par contre, on a un périmètre national tous les deux, donc on peut intervenir sur l'ensemble du territoire. Donc, un focus déjà sur le froid sur les exploitations viticoles, hein, un petit rappel, diapo suivante. Donc, où on va retrouver du froid sur vos exploitations, donc sur le processus de vinification d'une part, et sur vos infrastructures d'autre part. Donc, sur le processus de vinification, c'est tout ce qui est thermorégulation, le refroidissement des vendanges, des jus, des mous, les contrôles des process de fermentation, éventuellement la stabilisation tartrique s'il faut. Et sur la partie infra, on est plutôt sur le refroidissement et éventuellement aussi sur le chauffage avec les systèmes thermodynamiques. Donc avec le refroidissement des déchets, des cuveries, des bureaux éventuellement, des caveaux de dégustation, etc. La gestion de l'hygrométrie et la production d'eau chaude sanitaire, voire de chauffage. Diapo suivante. Un petit focus maintenant sur le fonctionnement d'un système frigorifique. Il faut quand même comprendre comment ça marche un peu pour comprendre la suite. Un système frigorifique ou de climatisation, c'est en fait une machine qui réalise un transfert d'énergie. Donc on va capter de l'énergie thermique au niveau d'un process ou au niveau de l'air de votre bâtiment pour la rejeter à l'extérieur. Et, et donc on a différents types de machines. Donc c'est des machines qui utilisent des fluides frigorigènes et on va voir après, ça fait partie de l'incidence environnementale principale. On va retrouver grandes familles de systèmes. La première, c'est ce qu'on appelle le froid indirect. C'est ce que vous avez sûrement le plus probablement dans vos exploitations. Le froid indirect, c'est on a une machine avec le circuit qui contient le fluide frigorigène et on va distribuer le froid avec de l'eau glacée, par exemple. Et on a aussi des systèmes qu'on appelle à détente directe, où là, c'est le fluide frigorigène vraiment qui circule dans les tuyaux et qui va alimenter les différents terminaux de votre exploitation. Donc l'énergie frigorifique qui est produite, elle est en général produite sur vos process entre 0 et 15 degrés, et on va rejeter cette énergie à une température supérieure, donc à l'extérieur typiquement, ou on peut le rejeter sur de l'eau aussi, à des températures de l'ordre de 30 à 60 degrés, donc ce qui peut aussi permettre des potentiels de récupération d'énergie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors les équipements pour avoir plutôt une approche visuelle ici, donc c'est ce qu'on voit sur cette diapo. Sur la partie production, vous avez des groupes de froid qui contiennent notamment un compresseur, un ou des compresseurs, des échangeurs pour permettre les transferts thermiques. Donc ça, c'est le côté production. Ça se situe souvent à l'extérieur, hein, c'est posé quelque part à l'extérieur. Ça peut être aussi à l'intérieur. Et après, on a les équipements qui assurent la distribution du froid, donc des stations de pompe ou des pompes, et les échanges thermiques, donc des échangeurs soit dans vos cuves ou pour refroidir ou chauffer de l'air. On a ce qu'on appelle des aérothermes, des frigorifères, c'est des batteries, des ventiloconvecteurs en quelque sorte. Le tout peut et est souvent géré de plus en plus par un système de gestion technique centralisée qui permet de maîtriser et d'optimiser les flux. Diapo suivante. Focalisons-nous maintenant sur le sujet du jour, l'impact environnemental de ces systèmes. Alors, l'impact environnemental d'un système de réfrigération-climatisation, mais également de pompe à chaleur, hein, puisque c'est à peu près la même chose, repose sur trois facteurs principaux. Les fuites de fluides frigorigènes, parce que malheureusement, il y a toujours des fuites à un moment de la durée de vie de ces systèmes. Et donc là, on a des fluides qui ont plusieurs milliers de kilos en équivalent CO2 d'impact, donc ce qui est assez considérable. Il y a l'énergie électrique qui est consommée par le système. Donc l'énergie électrique qui est produite, évidemment, émet du CO2. Alors en France, on a quand même la chance d'avoir une énergie qui est produite de manière nucléaire, donc elle est assez peu carbonée, ce qui n'est pas forcément le cas partout, hein, évidemment. Et après, on a tous les impacts qui sont liés à la production, au transport et à l'installation de votre système frigorifique, qui font partie de l'empreinte carbone de celui-ci. Quel est l'impact environnemental des réfrigérants maintenant? Donc, il y a différents impacts. Donc, par le passé, on a eu des problématiques de destruction de la couche d'ozone avec tous les fluides qui étaient chlorés.
on a presque éliminé tous ces fluides. Il en reste encore un petit peu sur les installations. Et voilà, mais en Europe, je dirais l'élimination est quand même globalement faite. La problématique d'aujourd'hui, c'est évidemment le réchauffement climatique, on en entend parler tous les jours, et les fluides qu'on utilise majoritairement aujourd'hui, et notamment sur vos systèmes, sont des fluides qui sont des super gaz à effet de serre, hein, ça s'appelle des HFC, et bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a des impacts plusieurs milliers de fois supérieurs au CO2 pour chaque kilo de fluide rejeté. Et également, on peut parler de la pollution potentielle. Donc là, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il y a des études, mais enfin, c'est quelque chose qui doit encore se renforcer pour la compréhension de ces phénomènes. Les phénomènes de pollution des sols et des eaux, pour toutes les molécules fluorées, donc ça concerne les fluides frigorigènes, mais également beaucoup d'autres substances qui sont utilisées dans notre quotidien, qui créent des molécules qui sont pas assimilables par l'environnement, qui sont des PFA. Et donc voilà, quand on va émettre des fluides frigorigènes, à un moment ou à un autre, ils vont faire des sous-produits qui vont se retrouver sous forme de PFA dans l'environnement. Diapo suivante. Quelques indicateurs chiffrés. Euh, donc on voit ici des taux de fuite ou des charges de fluide frigorigène type qu'on peut retrouver sur vos installations. Donc pour un refroidisseur de liquide, on va avoir des charges de l'ordre de 5-20 kg et des taux de fuite annuels de l'ordre de 5 à 10%. Sur la détente directe, les charges peuvent être supérieures puisqu'on transporte le fluide frigorigène aussi jusqu'au poste et on a typiquement des taux de fuite qui sont assez importants sur ce genre de système parce que les réseaux sont plus grands et voilà, il y a plus de propension à fuir sur ce type de système. Euh, Vous avez des équivalents, voilà, par exemple 1 kg de R410A qui est émis, hein, donc c'est un fluide qu'on retrouve assez couramment sur les refroidisseurs de liquide. C'est équivalent à 48 heures de travail avec un tracteur, par exemple, pour raccrocher ça à votre activité. Et sur la droite, vous avez l'impact en équivalent CO2 de différents fluides. Ceux qu'on va retrouver chez vous, ça peut être le 410, le 134A. Donc on voit que le 410, c'est 2000 fois plus que le CO2, le 134A, 1400 fois plus que le CO2, et etc., etc. Diapositive suivante. On voit ici les différentes familles de fluides frigorigènes qui sont disponibles. Donc on voit ce qui est sur la gauche, c'est ceux qui ont un fort impact effet de serre, et ce qui est tout à droite, c'est ceux qui ont un impact nul ou quasi nul. Donc on voit les HFC sont en rouge, hein. On est sur plusieurs milliers de fois en équivalent CO2. Ensuite, il y a un certain nombre de solutions qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont des solutions qu'on va qualifier de transition, qui sont plusieurs centaines de fois plus polluantes entre guillemets que le CO2, et qui sont les solutions qui sont proposées aujourd'hui par la majeure partie des industriels. Et on a d'autres fluides qui sont soit de la famille des fluides dits naturels, donc le CO2, l'ammoniac ou les hydrocarbures, et également des fluides synthétiques que sont les HFO, qui ont des très bas potentiels effets de serre, et qui sont les technologies aujourd'hui qu'on vous recommande, en tout cas, qui sont à privilégier, clairement. Donc nos recommandations, alors voilà, après, vous voyez qu'il y a beaucoup de familles de fluides frigorigènes et beaucoup de fluides frigorigènes différents. Évidemment, ça s'adresse à différents types de systèmes, à différentes échelles d'exploitation. Vous n'allez pas, par exemple, pas pouvoir, ou ça n'aura pas de sens de mettre de l'ammoniac sur une très petite exploitation ou sur une exploitation moyenne. Donc là, on s'est focalisé sur petites et moyennes exploitations. Donc typiquement, nous, ce qu'on vous recommande, c'est que sur une production d'eau glacée, c'est d'utiliser, par exemple, des hydrocarbures ou des HFO éventuellement. Sur de la détente directe, ça sera plus pertinent d'utiliser des HFO ou du CO2 comme fluide frigorigène. Et sur une exploitation moyenne, voilà, il vaut mieux se concentrer sur de la production d'eau glacée et délaisser la détente directe. Et donc du coup, vu que les puissances sont un peu plus importantes, là on a le choix entre des hydrocarbures, du CO2 ou des HFO. Diapositive suivante. Voilà, un exemple avec quelques chiffres hein, pour essayer de palper un peu mieux les équivalents CO2. Donc, une ancienne production, par exemple, qui serait au 410A sur une puissance d'à peu près 50 kW, un, un ER, donc ça traduit l'efficacité du système hein, qui est donné par le constructeur de 2,5, et la nouvelle production plutôt au propane, donc qui est considéré comme un fluide naturel, le propane, 5 kg parce qu'on travaille, on optimise les charges, toujours nos 50 kW, donc on est sur une base identique, une efficacité énergétique supérieure et
potentiellement la possibilité de récupérer de l'énergie sur cette machine pour faire par exemple de l'eau chaude sanitaire. Donc, sur la gauche, on est sur un bilan à 2,6 tonnes équivalent CO2 par an, donc c'est chaque année, et un équivalent tracteur. Donc voilà, ça représente, c'est-à-dire que l'impact de votre groupe, c'est à peu près 54 heures de consommation de gasoil sur votre tracteur. Euh, voilà, c'est pas gigantesque, mais c'est pas négligeable quand même, hein. Il faut voir ça à l'échelle du nombre d'exploitations qu'il peut y avoir. Et donc sur la nouvelle production, on serait plutôt de l'ordre de 0,5 tonnes équivalent CO2 pour la partie vraiment équivalence, hein, donc les émissions de flux frigorigène et la consommation d'énergie. Et si on va jusqu'à la récupération d'énergie et qu'on par exemple on substitue une production fuel pour faire de l'eau chaude sanitaire, donc là j'ai mis 1 mètre cube par jour, hein, donc c'est une quantité qui est assez raisonnable, mais c'était surtout pour illustrer. On peut voilà aller chercher encore 6 tonnes équivalent CO2 supplémentaires de gains euh, donc des émissions qu'on n'aura plus sur la chaudière fuel. Diapo suivante. Donc voilà le résumé de mon intervention. Évidemment, après, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et après cette intervention également. Donc, ce qu'il faut retenir. Donc, en un, le système refroidissement, bah, il est essentiel, en règle générale, pour la maîtrise de vos processus de vinification. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il faut savoir qu'il a une incidence environnementale qui est importante, en règle générale, par rapport aux autres usages que vous pouvez avoir, aux autres utilités que vous pouvez avoir sur votre exploitation. Et donc, ça représente aussi une charge significative en termes d'énergie pour votre exploitation. Donc, vous travaillez en même temps la partie, votre facture d'énergie, si vous optimisez votre groupe de froid. Le point 2, donc comment on réduit l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale globalement sur un système de réfrigération climatisation? Ben, c'est par le choix du réfrigérant, donc en choisissant un réfrigérant bas carbone, par exemple un fluide naturel. C'est choisir des équipements performants. Voilà, il y a plein de choses sur le marché et donc il faut être vigilant à ça. Et c'est d'exploiter quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible de le faire, l'énergie fatale. Donc c'est l'énergie qui est rejetée par le système de réfrigération, soit pour chauffer le bâtiment ou pour chauffer de l'eau chaude sanitaire, par exemple. Et la troisième recommandation qu'on peut vous faire, donc c'est déjà de faire un autodiagnostic de votre installation. C'est des choses qui sont à votre portée. C'est regarder un peu la vétusté de votre système. Voilà, est-ce que c'est un système qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ça peut vous donner une indication sur la nécessité de le remplacer. Quel est le réfrigérant qui est utilisé? Ben, vous le verrez assez facilement sur les plaques, normalement les plaques de signalétiques qui sont sur vos équipements. Est-ce que le service rendu aujourd'hui de votre système qui a peut-être 15 ans est encore satisfaisant? C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous atteignez encore les températures que vous avez besoin d'atteindre aujourd'hui? Est-ce qu'il est suffisamment puissant? Est-ce qu'il tombe pas trop en panne? Etc. Et voilà, enfin, quelle est la consommation de ce système pour se rendre compte, voilà, du poids en fait de consommation énergétique sur votre consommation globale. Et après, une fois que vous avez fait ça, bah, si vous pensez qu'il y a des carences, bah, on est évidemment là pour vous accompagner et faire un audit un peu plus précis de votre système, voire d'envisager un projet, de vous faire un chiffrage. Voilà, votre contact principal, c'est Bernard Gros. Après, on a d'autres contacts dans différentes régions. Et donc, Bernard se chargera évidemment de répartir un peu de tout ça en fonction de l'origine et de la nature de votre demande. Je vous remercie. Et donc, voilà, Axima Réfrigération est présent sur tout le territoire. Donc, on a forcément une agence de proximité pour vous servir.